Bonjour, bienvenue à Radio Renard. Notre invitée cette semaine est Émilie Coquille, qui est une artiste céramiste. C'était vraiment important pour nous, c'est vraiment important pour nous de couvrir tous les types de mouvements. Et même nous, notre vie s'améliore depuis qu'on inclut les micro-mouvements et les expériences sensorielles dans notre quotidien. Ça fait bouger le corps, ça fait bouger les mains, ça fait bouger le cerveau, puis ça fait du bien à l'âme. Et comme de fait, j'ai découvert Émilie, enfin j'ai vu dans mon feed Facebook je pense que c'était une publicité pour un atelier que tu offrais qui s'appelait à ce moment-là façonnage sensoriel. Et j'étais justement dans l'exploration de qu'est-ce que le mouvement et la place des expériences sensorielles dans le mouvement. Puis là, je me suis dit, il y a quelque chose là, fait que j'ai lu la description. Puis c'était d'utiliser l'argile, pas pour faire une création artistique impeccable et parfaite, mais vraiment juste pour le plaisir de manier la matière, puis explorer à travers ça. Et je t'ai écrit un courriel juste pour te dire, j'apprécie ce que tu fais, tu sais, est-ce que je peux te rencontrer? Puis finalement, on est allé prendre un café. Ouais, c'est ça. Tu l'as bien dit. On est allé prendre un café. Puis à partir de ce moment-là, comme j'essaie vraiment de suivre tes développements, puis tes projets, puis on a même... on est allé te voir à ton atelier, on a suivi comme un premier cours d'initiation que j'ai vraiment adoré. Puis tu m'as ouvert sur un nouvel univers parce que j'avais jamais fait ça avant. Quand j'étais jeune, j'ai fait de la pâte à sel puis de la plastine, comme beaucoup d'enfants, mais jamais vraiment des créations avec de l'argile. Donc voilà, aujourd'hui, on va en apprendre davantage sur ton parcours puis ton approche. Fait qu'on peut commencer un petit peu comme ça. Est-ce qu'il y a un moment clé dans ta vie où tu as décidé d'être artiste céramiste? Alors, non, en fait, je pense qu'il n'y a pas eu de moment clé, parce que c'est venu très progressivement. Moi, j'ai une pratique artistique depuis que je suis toute petite, je dessine, donc j'ai toujours perçu le monde de cette façon. Et c'est vrai que j'ai exploré la photographie, le dessin, la peinture, puis... s'il y a un moment clé, en fait, ça serait vraiment ma première pratique de céramique, ça a été, disons par hasard, c'est-à-dire que je commençais à travailler en tant que graphiste, je commençais à faire ma vie professionnelle, puis j'ai tout de suite senti que il y avait quelque chose qui manquait avec l'ordinateur, et il fallait que j'aille voir ailleurs en même temps. Et donc j'ai eu la chance que dans mon quartier, à l'époque je vivais à Vanves, donc à côté de Paris, j'ai eu la chance qu'il y ait un atelier de céramique à 5 minutes de chez moi. Okay. Et je suis passée devant, j'avais aucune idée ce que c'était à l'époque, puis je suis passée devant, puis toujours ça me titillait un petit peu, puis au bout de quelques mois, ça m'a pris du temps, à un moment donné, je me suis arrêtée dans la rue, j'ai fait ok, faut vraiment que je rentre, il y avait un gros grillage, et puis je suis rentrée là un peu timide et tout, puis finalement c'était le coup de foudre avec mon professeur et puis avec la pratique, quoi. Ok. Vraiment. Alors, c'est une femme, je pourrais en parler vite fait, c'est une femme qui a grandi en Afrique, Evelyne Anra. Puis, elle a une approche de la céramique qui est très intuitive. Donc, ça m'a vraiment amenée dans ce que j'ai essayé de faire passer ensuite dans la céramique. On voyait plein de techniques différentes, mais on focalisait pas sur la technique. On expérimentait beaucoup, puis c'est ça. Donc, tout de suite, j'ai eu le contact avec la matière comme du plaisir, tu vois. C'est comme ça. Fait que quand tu parles d'approche intuitive, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment bien reconnu et défini dans ton domaine, ou c'est vraiment cette professeure-là ou d'autres experts qui ont mis ça de l'avant et développé? Tu sais, est-ce que c'est nouveau ou c'est vraiment une pratique en soi dans le monde de la céramique? Ben, dans le monde de la céramique, je dirais que c'est assez nouveau quand même. Je pense que ça se fait beaucoup dans le milieu communautaire, peut-être en art-thérapie, il y a des choses intéressantes qui se font. J'ai entendu parler d'une pratique où les gens travaillent avec l'argile dans des grands bacs comme s'ils avaient un bac à sable, puis ils explorent. Mais, et donc, il y a des choses fascinantes qui existent, mais dans les cours classiques qu'on retrouve le plus souvent, on apprend des techniques, puis c'est un peu normal parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez techniques aussi. Comme si tu veux apprendre le tournage, d'ailleurs, je pense que tu as un petit peu exploré ça avec moi. Tout de suite, il y a beaucoup de gestes. Les gestes du potier, ça prend du temps de les apprendre. Et c'est assez facile de focaliser là-dessus et puis de dire, ok, je vais t'enseigner mon savoir.
Mais c'est dommage parce que pour moi, il y a plein d'autres choses à explorer aussi dans la relation qu'on peut avoir avec l'argile. C'est ça, j'ai l'impression que l'apprentissage technique, c'est pour diriger vers la création d'un objet qui va avoir certaines propriétés, puis tu apprends des techniques pour t'assurer que tu as les outils pour créer un certain type d'objet. J'ai l'impression que l'approche intuitive, c'est le processus, presque encore plus de valeur que le résultat final. Tu sais, j'ai l'impression... Oui, on peut le dire comme ça. Parce que, en fait, ce que je cherche dans ces cours, c'est vraiment à faire que la personne dialogue avec elle-même, qu'elle reprenne contact avec ses sens. Puis, ça a des bienfaits. Tout de suite, en fait, dans le contact avec l'argile, les gens se calment, tu sais, juste de le manipuler. Quand tu vas dans un cours de céramique, même juste avec des étudiants, il y a un silence souvent. Il y a une sorte de calme que tu trouves pas dans d'autres ateliers en bijouterie. Et c'est vraiment ce contact qui parle au corps, quoi. Donc, je sais pas si je réponds à ta question. Oui, on va explorer ça. On va continuer d'explorer. J'ai plein de questions pour toi. Est-ce que, justement, dans un monde, un peu comme tu l'as vécu, on est de plus en plus dirigé vers nos ordinateurs, il y a de plus en plus d'aspects de notre vie qui deviennent virtuels, ce qui amène plein de bénéfices, ça nous ouvre à plein de possibilités, puis on est hyper stimulé intellectuellement. Puis toi, t'as comme ressenti personnellement le besoin de reprendre contact avec, comme on dit, le monde réel. Puis la céramique t'a apporté ça. Fait que dans cet univers-là où on est de plus en plus sur nos ordinateurs, est-ce que tu sens une certaine résistance des gens d'aller vers leur sens? Oui, je pense que on se réfugie beaucoup derrière notre téléphone portable. Mais je pense qu'il y a aussi un grand besoin qui est là. Peut-être que c'est pas la facilité de se dire ok, je vais aller dans un cours où je vais explorer avec mon corps. Je comprends que on puisse se poser des questions. Est-ce que ça va être pour moi? Est-ce que ça peut être intimidant. Intimidant, exactement. Ça demande un peu d'implication de soi et peut-être de dévoilement de soi, mais en fait ça se fait de façon naturelle, je trouve. Et les gens, souvent, ce que j'ai constaté, par exemple en donnant des cours plus d'art plastique, c'est que ils veulent, dès que l'imagination rentre en jeu, ok, on a un réflexe souvent d'aller chercher des images sur l'ordinateur. Je vais prendre cette image, puis je vais essayer de la faire aussi jolie, tu vois, de suivre un processus comme ça, plutôt que d'essayer d'écouter son processus intérieur. D'être guidé vers un certain élan et de voir ce qui va émerger. C'est ça. Au lieu de, comme tu dis, d'avoir la finalité en tête, puis de se dire, je dois coûte que coûte arriver là. Là, ça crée une certaine insatisfaction des fois, parce que c'est un peu comme quand t'es jeune, puis il y a une phase quand t'es jeune où tu te rends pas compte qu'on dessine tout croche, puis que l'éléphant, c'est un barbeau, en fait, tu sais. Il y a toujours cette phase-là où là, tu commences à prendre conscience que t'as une image idéale en tête, puis que t'as pas les capacités de le faire sur le dessin, puis c'est intimidant, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans leur jeunesse, vont déjà se disqualifier, puis dire, à partir de ce moment-là, qu'ils sont pas des artistes ou qu'ils sont pas talentueux. J'ai l'impression qu'on s'impose peut-être ça dans beaucoup de choses qu'on accomplit, que on réfléchit aux résultats, au lieu de se recentrer sur qu'est-ce que ça me fait sentir, est-ce que je me sens bien, puis de dire que juste mettre les mains à la pâte, en soi, c'est ça qui est bénéfique puis qui fait du bien. Exactement. Puis au final, comme justement, moi j'ai fait ma première tasse. En fait, c'est supposé être une tasse, à peu près comme cette grosseur-là. Puis ça l'a fini en gobelet. En fait, pour ce qu'on voit à la caméra, là, c'est une tasse vraiment classique. Puis ça finit en petit gobelet, un peu croche. Mais je l'aimais quand même, tu sais, parce que c'est toi qui l'as créé puis t'as vécu le processus. Mais pour revenir justement à l'exploration des sens, je pense, comme on en parlait tantôt, ton atelier s'appelait façonnage sensoriel. Moi, ça m'a interpellée parce que j'étais dans cet univers-là, mais j'ai l'impression que ça peut intimider les gens, l'aspect comme sensoriel, de toucher les choses, il y a un certain malaise, puis même toi, t'as redirigé ton atelier pour l'appeler façonnage à l'aveugle, où ça devient plus une aventure. C'est ça. Puis là, le sens comme d'exploration, puis de juste essayer, je pense que les gens connectent plus avec ça. Oui, mais en fait... Dans les versions test de l'atelier, ensuite j'ai demandé aux gens ce qu'ils ont vraiment le plus adoré. Parce que c'est sûr que je les amène pas tout de suite. Je vous dis pas, ok, on bande les yeux, puis vous allez... Je les amène tranquillement à créer une relation entre le corps et l'argile. Donc
qu'on comprenne que l'argile, c'est un corps en soi. Enfin, on explore comme ça. Puis après, on vient à l'exercice de façonner à l'aveugle. Et à la fin, les gens m'ont dit « Ah oui, ça, c'était vraiment fascinant. » Parce que quand ils ouvrent ils retirent le bandeau, ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Puis ils sont complètement étonnés d'eux-mêmes, en fait. Donc ça crée des surprises. Puis ensuite, ils ont une énergie pour continuer à travailler leur pièce qui est complètement différente. Puis, pour clarifier, mettre vraiment l'approche intuitive versus peut-être l'approche classique, c'est quoi les techniques de céramique? Tu disais, il y en a plusieurs, là, c'est vrai, ça doit être vraiment, vraiment vaste, mais c'est quoi les techniques principales classiques que quelqu'un pourrait s'attendre à apprendre dans un cours? C'est sûr que le tournage, c'est une des techniques les plus populaires et puis un peu incontournables parce que on parle toujours, quand on pense à la céramique, on parle de poterie. Puis la poterie, c'est ça, c'est être sur le tour, puis apprendre à façonner une pièce à partir d'une boule de terre qu'on monte. Donc c'est des gestes précis, puis ça se transmet de génération en génération. C'est vraiment, il y a une tradition depuis des siècles de ça. Mais il y a aussi le façonnage, puis en Amérique... la roue a été découverte très tard, donc il y a vraiment beaucoup plus de tradition autour du façonnage que du tournage. Donc, dans plein de cultures, là, ils font les pots à la main, là, ils montent des pots comme ça, puis en fait... c'est un petit peu moins couru aujourd'hui parce que en termes de... Enfin, c'est plus artistique, plus artisanal, traditionnel, mais ça s'enseigne encore beaucoup. Voilà. Et puis, bien sûr, la sculpture, depuis le paléolithique, je pense que ça existe, la sculpture. Donc, c'est vraiment... Si je devais définir la céramique, tout ce qui se fait en argile, je dirais que ça, c'est les 3 grandes familles. Mais après, évidemment, il y a énormément de choses qui existent. Chaque communauté a sa manière, ses gestes, voire chaque artiste a sa manière de tourner ou sa manière de façonner. Et aujourd'hui, on voit un nombre incroyable d'explorations. C'est de différentes textures. C'est ça. Il y a aussi toutes les couleurs, les glaçures. Et comment, justement, toi, tu définis ton propre style? Alors... je dirais que c'est assez sensible, j'ai un petit côté poétique et puis le geste est très important dans mon travail. Je vais travailler mes glaçures au pinceau, donc, et c'est volontaire. Oui, il y a des moments où je vais plonger la pièce dans la glaçure, mais à d'autres moments je vais aussi travailler au pinceau pour avoir ce côté illustratif un peu, parce que ça fait partie de mon univers, l'illustration à la base, donc je le retrouve aussi de cette manière. Et puis, c'est ça, j'adore travailler avec des glaçures qui ont une texture. Donc, selon l'épaisseur, elles vont plus ou moins craqueler, donc j'explore beaucoup. Parce que c'est ça qui m'a charmée. Moi, j'étais dans un univers où comme j'adore les tasses, comme j'en ai parlé dans l'épisode d'introduction du podcast. Je suis une maniaque de brunch, j'aime les tasses, il y a quelque chose de tellement réconfortant dans cet outil-là. Mais un peu comme tout le monde, j'ai des tasses dépareillées, mais en général, c'est toutes des tasses de production industrielle, très droites. Et quand j'ai tenu dans mes mains comment qu'on appelle ça? C'est un gobelet? Oui. Je l'ai dit. Celui-là, c'est un bol shawan, en fait. Ça, c'est mieux, je vais le sortir. Fait que pour les gens qui nous écoutent et qui voient pas nécessairement les images à la caméra, donc c'est un petit gobelet, excuse-moi, t'as dit un bol? Celui-là, c'est un petit bol à thé classique. Un petit bol à thé. Ce qui est vraiment particulier, c'est comparativement à une production industrielle où tout est lisse, uniforme, il n'y a pas de défaut. Quand on met les mains là-dessus, c'est très texturé. Comme on voit les craquelures, mais on sent aussi, comme tu disais, ton geste. Comme on t'imagine, on dirait façonner la pièce, puis on sent le trait de tes doigts, tes glaçures, il y a de la texture, on dirait un peu un coquillage. Il y a quelque chose de... Je pense que ton inspiration de la nature, on dirait un peu un truc de la mer. Les couleurs sont pas nécessairement franches, sont mélangées, puis il y avait quelque chose d'apaisant de tenir ça, puis de valoriser un objet pas pour sa perfection esthétique.
tu sais, puis le fait que ce soit comme, justement, lisse et impeccable, mais justement parce que ça communique des sensations comme différentes. Fait que, est-ce que tu as toujours adopté ce style-là ou ça a évolué avec le temps? En fait, au début, je faisais plus de la sculpture. Et puis, à l'école, c'est sûr que j'ai appris à faire des pièces techniquement parfaites. Des théières, des choses comme ça. Donc, je suis allée vraiment dans un autre univers en travaillant le pot pincé. Et c'est ça qui fait qu'il y a des textures. Parce que, en fait, je monte la pièce en pinçant, quoi. Donc, tu pars d'une boule d'argile. Ouais. Puis là, à la main, tu crées la forme. C'est ça. Et en fait, oui, ça a évolué parce que plus tu fais de pot pincé, plus tu maîtrises aussi la forme que tu veux. Mais, donc je l'ai fait de plus en plus grand, je pense. Mais aussi, autrefois, quand je faisais de la sculpture, j'avais tendance à vouloir raconter beaucoup de choses. C'est aussi l'envie de raconter beaucoup de choses. Et je pense que mon style s'est épuré quand même avec le temps, mais tout en gardant, en fait, en donnant plus de place à la matière. OK. Puis quand tu dis « j'ai envie de raconter quelque chose », c'est quoi l'histoire que tu essaies d'évoquer avec tes pièces? Je te dirais que quand je suis en train de créer, je pense pas à l'histoire. Okay. Je suis juste en contact avec l'argile. Et puis, je pense juste au mouvement, en fait. Quand j'ai le pinceau, ok, tel mouvement, à l'équilibre. C'est une habitude de graphiste, je pense, à trouver un équilibre, une harmonie dans les formes et puis par rapport à la surface que t'as. Mais... Fait qu'encore une fois, c'est vrai, je t'ai posé une question plus intellectuelle de dire comment t'as analysé ton histoire, mais c'est vrai, toi, ton approche, c'est l'inverse, c'est pas de dire voici ce que je veux dire, comme... En fait, l'histoire a émergé, j'ai l'impression, de pièce en pièce. Oui, mais en fait, quand même, c'est sûr que je vais énormément faire de recherche avant. OK. Je vais pas forcément essayer de trouver les liens, mais je vais faire de la photographie de rue énormément. Donc, je vais photographier des murs de ville, toutes sortes d'objets qui peuvent être en train de flétrir, ou tu sens qu'il y a une transformation qui est en train de se passer. Puis ça, je veux dire, j'ai fait beaucoup de photos de rue, donc c'est un truc vraiment que je sais quand ça va être une bonne photo pour moi, pour la matière que je peux y trouver. C'est pas forcément pour être exposé ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de la documentation. Puis le dessin aussi, même la poésie, il y a beaucoup de choses comme ça qui comme si je posais des petites graines, puis au moment où je vais aller à l'atelier, ça va se faire. Intuitivement. OK. Puis ce qu'on ressent quand on voit, je pense que les gens doivent le remarquer et te le mentionner beaucoup, c'est, on dirait des coquillages. On dirait comme un objet qui a passé du temps dans la mer, qui a comme été cueilli par une sirène, je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose qui fait beaucoup penser à un coquillage. C'est quoi ta relation à la nature, ou est-ce que c'est volontaire de vouloir donner cette sensation-là naturelle un petit peu? Oui, je pense que c'est parce que je suis fascinée par la nature. C'est vrai que j'ai plus vécu en ville, mais j'ai tellement de beaux souvenirs de mon enfance parce que ma grand-mère vivait en Bretagne. Donc moi, j'ai de la famille de Bretagne, en France. Donc j'ai passé des étés au bord de la mer, à aller chercher dans les flaques d'eau des petites crevettes. Okay. C'est une activité très courue là-bas, la pêche à la crevette. Donc tu observes, enfant, tout l'univers qu'il y a dans ces petites flaques d'eau. Il n'y a pas que des crevettes, il y a plein de petits poissons, d'algues, plein de choses intéressantes, des algues. Et donc c'est sûr que ça me fascinait, puis ça restait mon amour de la mer n'a fait que croître depuis ce moment-là. Puis est-ce que tu sens que c'est un univers visuel qui va t'inspirer, ou tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge ces temps-ci? Je sais pas si tu penses à quelque chose en particulier. Non, c'est vrai. Ben, c'est parce que je vois que j'étais curieuse, tu sais, comme il y a un autre objet avec lequel je suis tombée en amour. Ouais. C'est un petit, on dirait un petit tipi en bois, puis on met une petite chandelle en dessous, ça fait une flamme.
ce qui fait un petit peu moins coquillage, ça fait un peu plus terre. Il y a aussi, tu as fait des pièces pour le salon de la mort. Fait, oui. Est-ce que, quand on parle de ton style, il y a comme une nouvelle voix qui émerge? Est-ce que tu sens que... Mais ce qui est sûr, c'est que je m'intéresse beaucoup aux rituels. Et tu sais, c'est encore une manière de reprendre contact avec soi, d'avoir des rituels dans son quotidien. Et c'est sûr qu'il y a aussi des rituels plus marquants dans la vie, comme notamment les enterrements. Et donc j'ai essayé de réfléchir à des pièces qui pouvaient avoir un sens dans ces rituels-là, qui pouvaient accompagner toutes sortes de rituels. Donc là, évidemment, la lumière est venue comme... il fallait que j'intègre la lumière dans mes objets, donc c'est pour ça des petites cabanes de lumière. Intéressant. Et puis, pour moi, la nature est indissociable des rituels. Si on veut reconnecter avec soi, il faut reconnecter avec la nature aussi. Donc, OK. Fait que les pièces qui font passer des coquillages, la lumière, est-ce que tu as d'autres pièces qui sont dans cette lignée-là de... Ben, tout ce qui est bol, de la luminosité. Ben, ces petites coupelles, j'en ai fait plusieurs, et puis c'est vraiment pareil pour accueillir des choses précieuses, mais tu peux mettre des bougies. Ok, super. Un autre élément sur lequel qui m'a vraiment interpellée dans ton approche, c'est quand j'ai su que tu allais faire le salon de la mort. Avec Renard, on essaie de parler du mouvement parce que pour nous, on dit le mouvement, c'est la vie, c'est ce qui te fait sentir en vie. Quelque chose qui nous reconnecte au moment présent. Puis c'est difficile de passer au moment présent sans passer à la mort. Parce que quand on passe à la mort, on peut être terrorisé, ça peut nous paralyser puis nous déconnecter, ou ça peut nous donner le sentiment qu'on est sur un tapis roulant puis il faut toujours courir, puis on est essoufflé. Puis je pense que pour vraiment bien vivre, faut réfléchir à la mort à mesure. Puis j'ai l'impression que dans notre société, on a notamment avec le cinéma, on a une représentation de la mort qui est très dramatique et négative. Que si ça pouvait jamais être une période nécessairement de transformation, mais c'est toujours un peu la fin de quelque chose, puis relié à une peine d'amour ou à une brisure intérieure. Puis j'ai l'impression que le salon de la mort, c'est quand même intéressant que ça l'arrive, puis ça nous fasse peut-être voir la mort différemment. Puis j'étais curieuse de savoir quelle pièce t'as créée pour le salon, puis qu'est-ce que tu voulais évoquer à travers cette pièce-là? Ben en fait, j'ai amené des urnes. J'ai fait l'exercice de concevoir des urnes. Et puis, j'ai amené donc ces petits bols rituels, des bijoux aussi. Des bijoux que j'appelle talismans, parce que je pense que porter quelque chose sur soi, c'est aussi intéressant dans une cérémonie. Donc, ça peut être ajouter quelque chose qui appartient à la personne de personnel, puis le relier à cet objet et ensuite le porter sur soi. Ça fait partie des rituels qui ont toujours existé, là j'invente rien. Avoir un souvenir de la personne? De comme faire un talisman à partir de quelque chose qui évoque la personne qui est décédée? Oui. Et en fait, il y a aussi les lithographies, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a frappé les gens, puis ils ont vraiment été fascinés par cet objet. Je mets la photographie de la personne sur l'argile, donc c'est comme si l'image se matérialisait et elle peut durer toute... Enfin, une fois que c'est dans la porcelaine, ça dure toute la vie, puis ça peut aller en extérieur, donc ça peut aller sur une carte tombale, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui existent en Europe, dans des cimetières encore, mais plus traditionnels, quoi. C'est vraiment des choses qui ont existé, mais qu'on oublie aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a beaucoup standardisé les choses, puis on a aussi beaucoup standardisé les cimetières, les pierres tombales. Comme tu sais, les rituels reliés à la mort, voilà. C'est les salons funéraires avec un certain style. C'est ça. Tu mets des photos, tu mets des fleurs. Puis certaines personnes vont aller visiter la tombe, mettre des fleurs. Fait que, est-ce que tu as vu justement une différence entre ce qui se passe... Est-ce que le rapport à la mort est différent en Europe que tu l'as vu au Québec? Sûrement. Après, je suis pas une spécialiste. Mais
C'est sûr que quand on visite des cimetières, c'est quelque chose que j'aime bien parce que je les trouve beaux, les cimetières, en fait. J'en ai visité au Mexique, j'en ai visité en Europe, c'est sûr. Et puis, en Bretagne aussi, il y a beaucoup de cimetières de granit. C'est assez fascinant, tout ce granit partout. Okay. On voit que chaque culture a ses spécificités. En Turquie, je me souviens aussi ils ont une manière très particulière d'avoir des pierres tombales qui sont comme des grands mâts. Puis ça rappelle le lien entre le ciel et la terre, comme les derviches tourneurs. Donc il y a tout un... Enfin, il y a des choses fascinantes dans cet aspect de la culture qu'on explore peu. Mais en fait, je dirais que ce qui m'a le plus frappé, c'est pas en Europe, c'est en Inde. J'ai visité des villes sacrées où on n'enterre pas, on incinère pardon, les morts. Puis ça fait complètement partie de la vie. Voilà. Il n'y a pas de séparation comme ici où on va essayer un petit peu de pas trop y penser, pas trop s'angoisser avec ça, puis au dernier moment il va falloir tout organiser, puis là c'est presque tabou presque. C'est ça. Donc ça fait réfléchir beaucoup, et puis ça donne envie de dialoguer, et puis ok, est-ce que on pourrait pas en parler un peu plus, est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen d'être un peu plus serein par rapport à ça. Donc moi je rentre pas dans le dialogue trop, mais avec ma pratique artistique j'essaie d'amener autre chose. Tu me fais réaliser que à travers ta pratique, ce que je ressens, c'est une connexion à soi-même, puis dans le quotidien. Comme tu dis, c'est des objets, des petits objets qui s'insèrent bien dans le quotidien, d'où l'idée de rituel. Puis en écoutant parler de tes voyages puis de ce que tu as découvert ailleurs dans le monde, c'est comme si il y a une pratique, j'ai l'impression, dans les cimetières où il va y avoir des pierres tombales de plus en plus impressionnantes. T'sais. Je pense que beaucoup de gens du Québec ou de Montréal ont visité le cimetière à Côte-des-Neiges. Oui. Tu te rends compte qu'il y a des, je sais pas comment on appelle ça, un mausolée, ou comme, c'est une mini maison en marbre, puis à l'intérieur, il y a la pierre tombale, puis c'est super, comme, impressionnant, puis il y a une valeur esthétique à ça, il y a quelque chose de solennel, puis c'est comme si, là, je vois ta pratique comme tellement différente où on n'est pas dans le grandiose, on n'est pas dans l'impressionnant, mais on est dans cette connexion-là quotidienne, avec des objets qui nous rappellent la personne qu'on a appréciée. Puis c'est fou comment... Là, on a une plaque, une lithographie devant nous, qui est, encore une fois, la céramique comme au contour imparfait, avec l'impression de la photo de la personne, encore une fois, qui est très granulée. Mais ça me fait réaliser à quel point c'est spécial de tenir ça dans ses mains, puis de se dire, il y a quelque chose d'intemporel, puis que ça peut durer pour toujours, versus des images, des fois, qu'on a dans notre cell, qui vont dans notre cellulaire, qui vont rester là pour toujours, comme qui vont jamais être matérialisées, ou des cadres comme tout ce qu'on a en arrière, mais que tu sens que la durée de vie est moindre parce que c'est du papier, puis ça peut facilement être détruit. Il y a quand même quelque chose de spécial et de calmant, je trouve, d'avoir une pièce qui représente une personne qu'on apprécie, puis que tu sens que ça peut traverser le temps. En tout cas, j'essaie de décrire ce que je ressens de manière très personnelle. Je sais pas si c'était ton intention, toi, quand t'as créé ça, ou les sensations que ça te procure. Bah oui, c'est un peu... Moi, ce qui me fascine, c'est le vivant, c'est le côté éphémère aussi du vivant, puis c'est ça qui est précieux, c'est que la vie, elle dure pas toujours, puis j'ai envie de capturer ça, et donc autant dans l'image, tu sais, j'essaie de montrer le passage du temps, et puis c'est pour ça que les images sont pas toutes lisses, parce que oui, on peut avoir une image de photographie en couleur parfaite, mais là c'est plutôt l'idée de, ok, comme les anciennes photographies qui ont du vécu, j'essaie de faire passer ça. Donc, c'est ça qui ressort. T'as immortalisé l'éphémère. C'est pas à dire, parce que c'est ça, c'est une œuvre imparfaite, mais qui peut... L'argile, c'est ça qui est beau aussi, c'est que ça traverse les époques. J'ai l'impression qu'on a beaucoup appris sur l'histoire de l'homme à travers des objets de poterie, de céramique, d'argile, etc. C'est quand même intéressant. Pour revenir à ta représentation de la nature, on a parlé de la mer, on a parlé de la luminosité. Quand t'es rentrée dans l'appart tantôt, tu disais que là, t'es dans la couleur bleue, l'hiver t'inspirait. Je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de cette inspiration-là que t'as ces temps-ci. J'avais envie de mettre un peu plus de couleur et de lumière aussi dans mes glaçures.
Donc je suis allée chercher dans les bleus, aussi dans des couleurs plus chaudes. Ouais, j'ai comme quelques couleurs en ce moment qui ressortent dans mes nouvelles collections. Mais c'est vrai que, pareil, je travaille intuitivement, puis sur le moment, je me rends pas forcément compte, mais il y a des sujets qui me fascinent, comme l'hiver, et puis le fait qu'il y ait des populations autochtones les Inuits, je pense, qui ont comme une trentaine de mots pour dire neige. Ça va me travailler, et puis quand je vais faire des pièces, je vais penser à ça. Et puis c'est sûr que je suis partie en Europe quelques semaines, puis quand je suis revenue, je me suis dit, oh mon Dieu, mais tout est blanc à Montréal, on n'a pas de verdure. J'ai trouvé ça un peu triste. Et puis après, je me suis dit, ok, mais c'est des nuances de couleurs plus subtiles. Donc là, c'est ça. Ok, comment je peux reprendre contact avec tout ça? Puis j'ai exploré le beau côté de la neige. Ok, fait que là, ça se trame. J'ai hâte de voir le résultat. Comme là, t'es en train de créer des pièges, dans ces couleurs-là. Ok. Je suis contente j'ai hâte de voir le résultat. Puis je pense que c'est important pour moi de parler de la nature parce que, encore une fois, la représentation du mouvement pour, comme moi et Vincent, puis d'autres personnes encore, je pense que ça émerge de plus en plus, c'est de dire, une vie active, c'est pas juste l'activité physique, le sport, aller au gym. Le gym, le sport, c'est une facette de la vie active, mais je pense que des fois, on se rend pas compte, on pense que c'est la seule. Tu sais, les gens se disent, je suis pas un athlète, ou les gens se disent, faudrait que je bouge, faudrait que j'aille au gym, faudrait que je fasse du jogging, etc. Puis nous, on essaie de réfléchir tu as bien dit, j'ai aimé comment tu as dit le mot nuance, de dire, si on porte attention, il y a beaucoup de nuances de couleurs. Fait que tu avais l'impression que c'était tout blanc, puis il manquait peut-être de variété, ou c'était flat, puis là, tu commences à porter attention, puis c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de mots les Inuits ont beaucoup de mots pour la neige, parce que quand on sort tous les jours, malgré le froid, puis qu'on apprend à aimer l'hiver, ça devient fascinant, tous les types de textures qu'il y a. La luminosité en hiver est particulière aussi. Fait qu'on se dit comment est-ce que, quand on porte attention à son environnement, on se rend compte qu'il y a plein de nuances visuelles, sensorielles, mais aussi beaucoup de petits mouvements qui peuvent faire bouger notre corps. Puis ces petits mouvements-là sont liés à des émotions. Tu sais, c'est pas isolé. Puis ces émotions-là entraînent certains flux de pensée, puis tout devient plus harmonieux. Puis je pense que si on porte attention à nos réactions physiques, à nos émotions, qu'on porte attention à notre environnement, tout devient hyper riche en expérience. Puis les choses n'ont pas besoin d'être grandioses pour être valables. Au contraire, non, c'est sûr. Comme on devient fasciné par un petit objet, puis il intègre notre quotidien, puis ça nous rappelle ça. Fait que, encore une fois, je pense que c'est ça que j'ai aimé dans ton approche, c'est que ça m'a comme un peu apaisé. Ça a apaisé la perfectionniste en moi, qui pense que tout ce que je dois créer doit être impeccable. D'accord. Puis au contraire, la beauté, tu le valorises dans l'imperfection, puis dans un certain mouvement. Tu sais, je veux qu'il y ait aussi le passage du temps qui se ressente. Et puis c'est sûr que c'est l'imperfection. En Asie, c'est valorisé tout ça, mais d'une manière un peu inconnue ici, je pense. Mais c'est ça, le passage du temps, puis qu'on sente le travail qu'il y a eu dans la matière, en fait. C'est quand tu dis c'est valorisé en Asie. Moi, je connais le wabi-sabi japonais. Je sais pas si c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ma philosophie. Ok. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est-à-dire que on n'est pas dans le clinquant, on est dans la sobriété, puis on va mettre en valeur des choses simples. On va épurer son quotidien, donc ça pourrait ressembler à de la simplicité volontaire, mais c'est aussi mettre en valeur la matière pure, la nature telle qu'elle est, sans transformation. Donc juste valoriser des éléments très simples. Donc, aujourd'hui c'est à la mode, donc ça se retrouve dans beaucoup de domaines comme en décoration. Mais ça peut être juste une simple branche d'arbre posée sur une table toute seule comme ça, puis on la voit mieux, on l'apprécie mieux. Donc, et est-ce qu'il y a des
il y a ta professeure qui t'a inspiré, qui t'a influencé. Puis là, on t'écoute parler, on voit que beaucoup de choses t'inspirent, des cultures, des œuvres. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations vraiment marquantes dans ta vie? Tu sais, peut-être des experts ou des œuvres que tu as vues, que ça l'a marqué un peu ta pratique? Oui, il y en a beaucoup. Quand je réfléchissais à ça, je dirais qu'il y a... Dans les premiers artistes que j'ai connus, il y a Pierre Alechinsky. Donc, c'est un peintre qui a beaucoup travaillé avec des pinceaux asiatiques, justement. Là. Donc, il y a un côté très illustratif et très vivant dans ses peintures. Peintre et graveur aussi. Il a été une des figures phares du mouvement Cobra. Donc, qui était à une époque où on voulait beaucoup mettre de la rigueur. Il y avait des mouvements figuratifs très forts, il y avait des mouvements cubistes. Eux, ils sont venus et ils ont dit, ok, on explose tout ça, puis on fait place à la spontanéité. Donc, le mouvement Cobra, c'est de créer un peu de chaos, puis de défaire l'ordre dans les pratiques artistiques, c'est ça l'intention? Je veux pas... je vais pas être très précise, je suis historienne de l'art, mais c'est quand on voit son travail, c'est vraiment, moi j'ai eu un coup de cœur parce que c'est très très vivant, quoi. Et puis c'est comme il a des qualités d'illustrateur incroyables, mais on dirait presque que c'est de la bande dessinée, mais en fait il n'y a pas de sujet. Ça laisse place à toute l'imagination. On imagine la nature, mais on la voit pas vraiment. On peut apercevoir des animaux, mais on sait pas vraiment s'ils sont là. Donc ça, c'est mon premier coup de cœur. Et puis j'étais assez petite quand j'ai découvert ça. Après, je dirais qu'il y a eu aussi... en photographie, j'ai eu beaucoup d'inspiration de photographes, puis de photographes de rue, parce que ça aide à photographier la vie, quoi, l'humain. Et donc notamment Joseph Koudelka. Alors lui, j'ai eu la chance de le rencontrer brièvement parce que j'ai fait un petit stage à Magnum Photo, puis c'est une personne d'une gentillesse incroyable qui a un parcours, il est très très reconnu là. Et il a photographié les gens et puis la nature d'une manière extrêmement sensible tout au long de sa vie, je trouve. Il a fait des sujets chauds, d'actualité, etc. Mais il y a toujours... on sent l'humain qui est présent, on sent tout le côté sensible des personnes et puis des paysages qu'il photographie. Donc ça m'a beaucoup marqué. Puis après, c'est des professeurs, je dirais. Voilà, j'ai rencontré... j'ai découvert le travail de Jean-Pierre Larocque. Et puis... en fait, il présentait son travail en diapositive dans une... je pense que c'était à Gaïa, qui est une place où il y a de la céramique à Montréal. Et je me suis dit, ok, je vais m'inscrire à ses cours. Je suis tombée en amour de son travail. Donc, lui, il fait des grandes sculptures de chevaux, de personnages, mais... Des grandes sculptures en quelle matière? En argile. Ok, en argile. Ouais, et puis c'est vraiment par aplat. Il va jeter des morceaux de terre, puis c'est ça qu'il nous a appris aussi. Il travaille vraiment en laissant, en accumulant la matière. Puis ça fait des choses incroyables, vous irez voir, hein, parce que je peux pas décrire. On va... Vince fait le travail de tout réécouter les podcasts et de mettre les liens. D'accord. Pour les gens qui se disent « Oh mon Dieu, il y a tellement de références », on veut s'assurer de mettre les liens pour que les gens puissent par eux-mêmes aller découvrir, mettre les images sur ce que tu nous parles. Fait que, pas de souci. Parce que moi, tout, ça me fait découvrir toutes sortes de pratiques. Puis ça, j'ai envie d'aller creuser. Je pense que c'est super important dans la vie de toujours rester ouvert, puis parce qu'on sait jamais d'où l'inspiration peut venir. Puis là, tu parlais de professeurs qui t'ont inspiré. Ce qui est particulier aussi, c'est que tu es devenue la professeure. Oui. Dans des ateliers. Oui. À quoi ressemble une séance avec toi? Mettons, une séance d'initiation, des gens qui seraient pas familiers avec cette matière-là. C'est ça. C'est quoi le déroulement? À quoi on peut s'attendre? Alors, ça dépend si on travaille autour ou si on fait un atelier plus créatif. Disons un atelier créatif. Oui. Alors là, c'est sûr que
je vais déjà privilégier un espace un peu différent de l'atelier. Donc, on va aller travailler dans une salle et puis on va mettre des grandes tables. Et puis, on va bouger dans l'espace au départ. Puis, on va bouger tranquillement, on va marcher et on va prendre un gros morceau de terre et puis on va le jeter au sol pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc, on va travailler sur la pesanteur de la terre. On va travailler. Et ensuite, on va travailler sur le lien, enfin, la terre comme un corps, quoi, comme un corps en tant que tel, en quoi c'est vivant, et donc on va toucher la terre, mais pas uniquement avec les mains, avec les bras, etc. Donc, T'en parles, puis je suis comme, on a le droit de faire ça. Il y a un aspect de l'enfant en moi qui est habitué de se faire diriger dans ce qu'il crée, puis qu'il y a des règles, qu'il faut les appliquer, où on dirait que c'est déstabilisant sur le coup. Puis de dire, j'ai le droit de lancer ça à terre. Je sais pas, j'imagine que c'est une réaction qui doit être assez typique chez les gens. Ah ben, en fait, ils y prennent vite goût. Hein. Ça défoule beaucoup. En fait, c'est ça, c'est au début de travailler avec l'énergie, donc sortir l'énergie. Et puis ensuite, progressivement, on va aller vers des exercices plus d'introspection. Quand on aura déjà... Parce que sinon, on arrive souvent avec beaucoup de choses dans nos têtes. Et puis là, on veut être dans la performance, comme tu disais tout à l'heure, on veut quelque chose de parfait. Donc on essaye un peu de se débarrasser. C'est vraiment des exercices pour épurer, pour se sentir un peu débarrassé de toutes les choses qui emplissent notre cerveau, de déconnecter du mental un peu. Et ensuite, on va travailler l'argile, et là, on va travailler des exercices. Il y en a d'autres, mais comme le façonnage à l'aveugle, où en fait, j'utilise je vais pas tout dévoiler, mais j'utilise des objets de la nature, et puis avec ces objets, on explore la matière. Ok. Voilà. Quelqu'un qui est curieux de le faire lui-même à la maison, parce que je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens se rendent compte que cette création-là est accessible, qu'ils peuvent aller explorer dans des ateliers, puis ça les initie. Mais quelqu'un qui tombe en amour avec l'argile, puis qui aimerait le faire chez soi. Est-ce que tu as des conseils ou des astuces? Ben, en fait, on va commencer par la matière. Où est-ce qu'on peut trouver la matière de qualité pour faire ce que tu fais? Alors, il y a Cial, qui est un des principaux magasins fournisseurs, donc qui se trouve à Laval. Et ils ont de la plasticine, mais la plasticine, on peut en trouver aussi à Omer de Serre, on peut en trouver même à Dollarama, mais je conseillerais pas parce que je sais qu'à Omer de Serre, c'est de l'argile naturelle. Donc, et Cial aussi, voilà, c'est juste que Cial, c'est plus pour les gens du métier. Donc, on l'achète en plus grosse quantité. Donc, mais on peut y aller. Mettons, moi, je pourrais y aller. N'importe qui peut y aller puis acheter sa terre. C'est juste qu'ils vendent en plus gros volume. Et puis, la plasticine, c'est de l'argile qui sèche à l'air libre. Donc, vous n'avez pas besoin de la cuire. C'est l'avantage. C'est qu'on peut... D'ailleurs, je l'utilise dans des centres communautaires aussi. On peut travailler l'argile puis ça va sécher tout seul. Et on n'aura pas besoin d'aller la cuire parce que nous on utilise des fours de céramique qui chauffent à plus de 1000 degrés, donc c'est pas accessible à tous. Ouais, c'est ça. Chez soi on peut utiliser la plasticine. Puis la plasticine, on parle pas de la plasticine qu'on a eu quand t'entends qui sent la fraise puis la banane. Non. C'est pas genre jaune fluo puis... Non, c'est ça, il y a de la pâte à modeler qui existe aussi. Avec la plasticine puis la pâte à modeler, c'est pas la même chose? Non, en fait, peut-être le terme, mais c'est vraiment de l'argile qui sèche à l'air libre. Et puis, ça dépend de l'âge de vos enfants aussi, mais quand j'ai fait un petit événement pendant l'été au Festival des Arts de Ruelle, je pense il y a 2 ans, et j'ai bien constaté que à un certain âge, 7-8 ans, les enfants veulent toucher l'argile pure, quoi, l'argile qui sèche à l'air libre, beaucoup plus que la pâte à modeler. Ça les intéresse plus, donc là, ils veulent être vieux, plus vieux. C'est ça. Comme... c'est autre chose. Puis c'est vrai qu'au niveau de la sensation, ils se rendent compte qu'on peut aller plus loin, on peut construire d'autres choses. Donc, Ok, super. Fait que dans le fond, c'est ça demande pas grand-chose. Non. Ça demande la matière initiale, puis après, une personne peut utiliser tout ça d'objets, les mains, premièrement, c'est le premier outil. Et après toutes les possibilités.
C'est sûr qu'il y a des outils qu'on utilise spécifiquement, comme des ébauchoirs, des choses comme ça. Mais avec ses enfants, on peut prendre un bâton et puis tracer dans l'argile. C'est un bout de bambou, ça peut être un bâton qu'on trouve dans la forêt, un stylo qui marche plus. Faut être créatif. Là, il y a plein d'objets qui peuvent servir. Puis amener des objets de la nature aussi, c'est super intéressant parce que on peut construire autour, on peut marquer, on peut beaucoup marquer dans l'argile, laisser une trace. Donc vous pouvez utiliser plein de textures, des feuilles, des choses comme ça. Là, il y a vraiment des choses. Je pense que ça devient une partie de l'activité en soi. Toute cette, comme tu dis, cette préparation-là, cette observation-là, de trouver qu'est-ce qui va alimenter ta pratique. Ça devient un peu un jeu de dire. Je me rappelle un jeu simple qu'on a pas, je pense tout se fait, c'est prendre une feuille puis tu prends un crayon cire. Puis là, tu le mets sur une texture, puis là, tu passes ton crayon par-dessus le papier, puis là, c'est fascinant, c'est comme une chasse au trésor de texture. J'ai l'impression que l'argile permet aussi de faire ça, puis que si on valorise encore une fois le processus, et non pas juste le résultat, c'est là où on se met dans un aspect plus, un état d'esprit exploratif. Parce que ma prochaine question, c'était ça. Fait qu'il y a l'aspect matériel, l'environnement, qui va créer... comment dire, une certaine ambiance, puis un certain ton, mais est-ce que tu as d'autres conseils pour vraiment pratiquer cette intuition-là créative? C'est comme mettre de l'avant cette intuition créative-là quand les gens on a tous cette barrière-là intellectuelle de vouloir performer. Fait que, je sais pas si tu as d'autres conseils sur comment adresser cet état d'esprit pour vraiment connecter avec ses sens. Mais moi, je pense que les enfants, ils ont pas trop de problèmes avec ça. Si tu leur dis, tu sais, si ils ont un petit manque d'imagination parce que peut-être ils regardent trop la télé ou je sais pas ce que je vais faire. Oh, bah pourquoi pas un animal, c'est parti, quoi. Ils vont... moi, j'ai été subjuguée la vitesse à laquelle ils explorent, puis il y en a peut-être qui vont te faire des téléphones portables en argile. J'ai vu ça aussi, des ordinateurs. Ça, c'est un clavier, j'ai fait un clavier. Mais pourquoi pas? En fait, tu peux raconter des histoires à tes enfants, et puis ensuite, ça va amener plein de choses, quoi. Je pense... moi, j'aurais cette approche, c'est de raconter des contes aux enfants, de les emmener dans la nature. Puis, une fois qu'ils sont devant l'argile, il y a toute cette richesse qu'ils ont en eux qui va ressortir. Puis pour un adulte, mettons, qui a été plus conditionné, puis qui est habitué d'avoir des instructions. Oui, d'accord. Puis, tu sais, de se dire, aujourd'hui, je fais une tâche. Tu sais, comment est-ce que tu déprogrammes un peu le cerveau? Ben, en fait, je les ai fait travailler les yeux fermés, beaucoup. Puis je les fais travailler aussi rapidement. C'est-à-dire, ok... là, tu me fais un personnage, mais t'as 1 minute. Et puis, tu sais, ça, ok, c'est comme un jeu. Bon, bah, on fait ça. Tu sais, ça enlève le côté résultat. Parce que, ok, j'ai 30 secondes pour faire une pièce. Ah, bah, c'est tout croche. C'est pas grave, on fait autre chose. Et puis, petit à petit, ça va se développer comme ça. Est-ce que toi, dans ta pratique, c'est un dilemme? Parce que il y a la partie artiste qui est de créer, puis maintenant c'est ton métier. Je pense que tu veux gagner ta vie avec cette pratique-là, puis des fois on dirait que c'est pas le même mindset. Non. Fait comment est-ce que toi tu conjugues ces deux facettes-là de ta pratique? C'est une bonne question, mais c'est une question complexe. T'as peut-être pas encore les réponses. Non, c'est ça, je suis encore en train d'explorer là-dedans. C'est sûr que plus tu pratiques, plus tu maîtrises ton art et plus ça se voit et donc ça va être plus facile de vendre tes pièces. Ok, mais, tu vois la différence. Oui. C'est sûr, la pratique c'est plus important. Quel que soit, que tu sois artiste ou que tu sois en train de développer ton entreprise. Mais c'est sûr que y a beaucoup d'autres choses à côté. Il faut se faire connaître, il faut parler de soi, il faut écrire, il y a différents aspects, mais moi après je trouve ça intéressant de ne pas faire toujours la même chose. Donc je change de chapeau. Même à l'atelier, je me permets toujours un moment où je vais explorer, c'est sûr. Puis à d'autres moments, je vais faire des pièces plus avec une technique répétitive.
quand j'utilise des emporte-pièces par exemple, que je fais des plaques, c'est répétitif, mais c'est aussi apaisant parce que là, tu veux pas tout le temps être dans la création pure non plus, là. Cette variété d'activités. En fait, tu vois ça comme quelque chose de stimulant. Oui. Ok. Ouais. Ok, c'est bien parce que moi, j'ai de la misère à conjuguer ça. On dirait que c'est comme deux entités séparantes. Dans moi, il y a l'aspect business, puis cette petite voix-là qui dit comme, sois productif, fais ci, fais ça. Puis la partie, en moi, que je me considère pas comme une artiste, dans le sens où, tu sais, je vais pas nécessairement faire de la peinture, faire du dessin, etc. Mais je suis créative dans la mesure où j'aime imaginer des solutions d'affaires, penser au design, puis travailler avec des gens créatifs. Puis on dirait que moi, c'est un peu une bataille entre les deux, mais je vais essayer d'adopter ton approche pour plus de voir comment les deux s'alimentent, en fait. Puis on dirait que je réfléchis à... Récemment, tu as fait ton site web, je crois. Puis à quel point ça représente aussi la rencontre de plein de tes talents, tu sais, puis de tes intérêts. J'imagine que tu as touché à la photo, tu sais, comme tu as écrit les textes. Pardon. Oui, c'est sûr... quand je commence une activité comme le graphisme, j'ai pas envie de la laisser complètement tomber. C'est sûr qu'il y a une période où j'ai eu envie de plus toucher un ordinateur. Mais c'est parce que je faisais pas assez de ma pratique artistique. Et puis finalement, quand j'ai commencé à développer ma pratique artistique, j'ai repris goût à tout ce qui est graphisme. Donc il y a une balance à trouver aussi. Et puis ça, c'est les tempéraments de chacun, mais je pense que moi j'ai besoin de diversité de mes approches, puis t'apprends quelque chose, puis ça va nourrir un autre aspect de ton travail, puis ça c'est stimulant. Tu te dis ok, j'ai pas fait de la photo pendant 2 ans de telle chose pour rien, ça me sert maintenant, mais tu sais pas toujours à l'avance. Tu sais, t'as plein de points comme ça, puis tu sais pas quand est-ce que tu vas les relier. C'est une fois que tu l'as fait que tu les réalises, que tu les as reliés ensemble. Ouais, ah non, je suis tellement d'accord avec ça. C'est vrai, moi j'essaie de rester en mode ouverture, puis d'emmagasiner plein d'informations de plein de façons différentes. Puis à un moment donné, ça commence à peser, puis tu comprends pas le sens que ça a, puis à un moment donné, il y a un filon qui part, puis tout s'aligne, puis c'est un peu magique. C'était intéressant aussi comment tu parles de la photographie puis l'ordinateur, parce que dans cette reconnexion-là avec la nature, je sais pas si tu l'as vécu, mais moi, à un certain moment, j'étais un peu, pas hargneuse, mais j'étais comme... Je voulais me détacher de la technologie parce qu'il y a quelque chose d'envahissant dans comment les applications, puis les logiciels, puis les médias sociaux sont conçus parce qu'ils veulent notre attention, puis ils sont experts à la garder. Puis là, on dirait que je rentre dans une phase où j'essaie plutôt de me dire c'est des outils exceptionnels, puis il faut juste en être conscient puis l'utiliser à notre façon. J'apprécie comment, de ton côté, c'est assez paisible. Tu sais, que tu parles de la nature, puis c'est harmonieux, puis tu parles de la technologie, puis ça te fait juste l'aider dans ton travail. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de conflits aussi en moi, hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, mais à un moment donné, tu cherches à trouver un équilibre, c'est sûr. Quand tu parles de conflits, je sais pas si tu peux me dire, qu'est-ce qui te... c'est ça, de trouver sa place, de trouver pourquoi on est fait, et puis d'accepter qu'il y a peut-être plusieurs aspects de nous qui sont pas toujours... qu'on peut pas toujours relier instantanément, quoi. Donc juste essayer d'accepter un peu plus qui on est, et puis que on soit pas forcément un expert, parce qu'on nous vend aussi beaucoup cette idée d'expertise dans un domaine uniquement. Puis moi je pense que on peut être passionné de plusieurs choses. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment, parce que je trouve que dans tes œuvres il y a une certaine harmonie, il y a une cohérence entre ce que tu fais pour le Salon de la mort, ce que tu fais pour Monsieur, Madame, tout le monde, ou est-ce que tu crées pour ta pratique personnelle? Mais est-ce qu'il y a un moment où tu étais complètement égarée puis tu savais pas où tu t'en allais? Oui, c'est sûr. Mais ça arrive souvent, parce que c'est ça aussi qu'il y a dans la pratique artistique. Quand on travaille, on explore des choses. Donc il y a toujours une traversée du désert à un moment où on est perdu. Mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi je fais ça? Où est-ce que ça s'en va? Et puis j'ai un prof de peinture qui m'a pas mal aidée avec ça. À un moment donné, je prenais des cours de peinture à Montréal, puis c'était systématique. Il y avait, ça faisait 3 séances que je travaillais sur la même toile, puis là, c'était nul, ça avançait pas, Puis il m'a dit, mais c'est normal en fait, tu vas toujours passer par cette phase. Et puis il prenait le pinceau et il me mettait 3 coups de pinceau comme ça. Regarde, allez, je te fais avancer d'un pas. Et puis là, je repartais. Et en fait, j'ai compris que ça faisait partie du processus. Ça m'a un petit peu détendue. Oui, c'est vrai. Ça commence à devenir prévisible, en fait. Que c'est toujours un cycle.
notre dernière invitée, Dani Bouchard, qui est maraîcher et qui fait de la slackline, on en parlait de ce cycle-là, de dire c'est inévitable. Les débuts de projet, souvent, on est animé de grand enthousiasme et on voit tout le potentiel. Mais nécessairement, après un certain temps de travail, on atteint un creux puis on est complètement submergé puis dépassé, qu'il y a trop de choses. Comme, tu sais, cette phase-là de tout absorber pour essayer de créer des liens, on n'est pas capable de faire du sens puis ça paralyse. Mais ce qui est de rassurant, c'est de commencer à savoir que c'est assuré qu'on va traverser cette phase-là puis que c'est temporaire. Il y a quelque chose d'apaisant là-dedans. C'est pas toujours... C'est sûr, c'est pas agréable, on le vit tous, mais ça finit par passer. J'ai l'impression que ce soit des grands cycles de carrière, de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, ou comme tu dis, à petite échelle, une œuvre en soi va toujours aussi avoir ce petit cycle-là de créatif. Ouais, c'est vivre avec l'inconfortable. C'est pas forcément si désagréable que ça. Puis, si on revient à ton parcours, je pense que j'avais posé la question hors caméra de... Ben, c'est ça, c'était quoi le moment clé qui a fait que tu étais devenue céramiste? Puis en fait, tu disais, il n'y en a pas, c'était une transition. Puis je pense que les gens poursuivent leur passion, ont l'impression que s'ils croient vraiment, il faut qu'ils lâchent tout du jour au lendemain puis qu'ils se dédient absolument. Mais toi, c'est ça, c'est plus transitoire. Puis ça, la céramique, la céramique a pris de plus en plus de place dans ta pratique. Fait qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment de transition-là que tu as vécu? Je pense qu'à l'époque, tu étais graphiste. Fait qu'à quoi ressemblait ta vie à ce moment-là? Eh bien, oui, il y a une époque où en fait je travaillais comme webmestre à la Place des Arts et puis j'avais négocié un après-midi par semaine où j'allais à Concordia et je continuais à faire de la sculpture. Et puis c'est sûr que je voyais pas le temps passer là quand j'étais à l'université parce qu'il y a des locaux vraiment super pour faire tout ce qu'on veut là, ils nous laissent vraiment beaucoup de liberté. Donc le passage entre les deux j'allais vraiment d'un extrême à l'autre parce que en tant que graphiste ou webmestre j'avais vraiment une tâche assez spécifique à cette époque donc ça me plaisait l'environnement dans lequel j'étais mais c'était ça me nourrissait pas suffisamment et j'ai décidé de quitter l'entreprise puis de me lancer. Donc là ça a été un peu le saut dans le vide, mais finalement très rapidement j'ai trouvé une place dans un atelier boutique à Atelier Make où j'ai fait à la fois de la communication et j'ai commencé à enseigner. Donc là je suis passée vraiment à un autre stade parce que l'enseignement ça m'a fait réaliser que j'étais une professionnelle, je pouvais apporter mon savoir-faire à d'autres personnes. Donc, tu prends conscience de ta responsabilité et ça te fait avancer beaucoup. Donc, c'est ça. Et après, tranquillement. Est-ce qu'en ce moment, tu vis de ton métier de céramiste? En ce moment, je suis encore en développement d'entreprise. Tout ce que je produis, je le remets dans tout l'argent que je fais, je le remets dans mon activité pour le moment. OK. Fait que c'est ça, c'est en développement, mais c'est ton but, c'est de pouvoir faire ça à temps plein. Puis il y a une petite question qui a émergé dans ma tête. Je crois qu'au moment où tu t'es rencontré, ton entreprise n'avait pas le même nom. Maintenant, tu portes ton nom, Émilie Coquille, je pense, pour ta pratique, ton site web, ça se peut-tu? Puis avant, ça s'appelait Anitcha. C'est Anitcha, ouais. Ah, c'est encore Anitcha. OK, c'est ça. Je m'en rappelle plus si j'avais vu s'il y avait un changement. Fait que ça veut dire quoi, Anitcha? Anitcha, c'est l'impermanence. OK. C'est en sanskrit. Donc, une langue qui vient de l'Inde. Oui, ça veut dire la permanence. En fait, c'est que rien ne dure indéfiniment dans la vie. Et puis, pour moi, c'est aussi l'idée de mettre en valeur la transformation, quoi. La transformation que peut amener la pratique artistique sur nous, mais aussi tout ce qui est vivant, en fait. Tout ce qui est dans la nature. Je voulais célébrer ça un petit peu personnellement. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est quand tu as découvert ce mot-là? En fait, j'ai fait un incubateur. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit où on réfléchit à son concept d'entreprise. Et on travaille de façon avec du design créatif, en fait. Puis on élabore un peu son business plan, si on peut dire. Mais
Et puis là, on a pensé à plein de choses, puis notamment à nos noms d'entreprise. C'était un gros morceau quand même. C'est fou. C'est fou comment ça peut changer ça aussi. demande de l'énergie de trouver un nom. Donc c'est ça. En tout cas, je me suis dit que j'allais vivre avec ce nom-là un certain temps parce que ça correspond à mes valeurs énormément. Puis je pense que s'il y a bien quelque chose qui me caractérise, c'est que je peux pas travailler dans quelque chose qui me passionne pas, qui correspond pas à mes valeurs. Donc voilà, il faut que je suive mes valeurs. Puis ça, c'est sûr que j'ai été influencée par le bouddhisme aussi, la philosophie bouddhiste. Donc je fais passer cette valeur-là sans rentrer dans le détail de ce que c'est le bouddhisme. Je prends cette valeur-là, puis je la garde avec moi, puis je vais évoluer dans ma pratique. Dans tes nombreux voyages, que tu nous parlais un petit peu de comment tu as voyagé, est-ce que c'était des voyages, j'ai l'impression que c'était pas typique touristique de voir les grands monuments, mais ou est-ce que c'était des voyages, c'est quoi la nature de tous les voyages que tu as fait en fait? Est-ce que c'était pour t'inspirer artistiquement ou c'était plus... Je pense oui, beaucoup. C'est-à-dire que souvent j'ai fait des voyages dans des endroits où j'avais une connexion. Je partais de là. Donc quand je suis allée en Inde, en fait, j'avais un ami indien que j'avais pas vu depuis des années, que j'avais envie de le revoir, et puis ensuite je retrouvais d'autres amis qui faisaient un tour du monde. Donc je mets des petits ponts comme ça, puis après je laisse les choses se faire, mais... C'est comme une approche intuitive du voyage, encore une fois. Oui, mais je passe par les gens parce que je trouve que sinon, si on est juste touriste avec son guide, on perd énormément. Il faut rencontrer les gens qui vivent sur place. Je trouve que ça donne une image complètement différente du pays et de la culture. Puis, je vais comprendre cet aspect-là, mais je vais revenir à l'aspect impermanent parce que ce qui est drôle, c'est que dans la discussion, ce qui m'a fasciné, comme on parlait de la pièce, de la lithographie, c'est que l'argile, c'est intemporel. Ça, c'est... Comme, je pense pas que ça se dégrade pas, surtout si c'est une glaçure, ou ça doit se dégrader, mais vraiment à long terme. C'est vitrifié, donc ça dépend toujours à quelle température c'est cuit. Et la porcelaine, c'est cuit à très haute température, donc... la céramique et la porcelaine, c'est pas la même chose. La porcelaine, c'est une forme de céramique. Mais si tu rentres dans un côté un peu technique, il y a davantage de silice, il y a davantage de... ce qui devient le verre, en fait. C'est plus vitrifié. Plus c'est vitrifié, plus c'est solide, durable. Fait que c'est ça qui est fascinant, c'est que tes pièces sont apaisantes parce qu'il y a quelque chose de durable, puis comme de permanent, puis tu leur insuffles des caractéristiques de l'impermanence. C'est quand même fascinant. Mais est-ce que ça t'essaie de changer aussi ton rapport à l'objet? Parce que je vais donner une anecdote, puis je vais voir comment je fais du sens avec ta pratique, mais moi, j'étais très, comme enfant, attachée aux objets. J'étais genre de petite fille qui faisait très attention à ses Barbies, qui leur peignait bien les cheveux, moi, j'aimais comme les habiller, puis imaginer une scène. Puis je me trouvais matérialiste et superficielle d'aimer autant les belles choses, mais j'ai réalisé, surtout avec la pratique de Marie Kondo, que c'est juste naturel d'être attaché émotionnellement à certains objets plus qu'à d'autres. Pour certaines personnes, ça va être leurs vêtements, d'autres personnes vont être attachées à leurs livres. Et la pratique d'impermanence, c'est aussi de réaliser que tu peux aimer un objet, mais il faut que tu acceptes que des fois, il va être brisé, il va être défait, tu sais, comme de le laisser aussi aller. Fait que je sais pas si toi, dans ta relation à l'objet, t'essaies aussi de détacher de ta création ou de savoir que l'objet va mourir un jour. Je sais pas comment dire, mais je sais pas où si ta maison, au contraire, est remplie de tout ce que tu crées, puis de... Ah oui, ben ça, c'est l'ego de l'artiste, un petit peu. En fait, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de mes pièces au début. Mais l'avantage que tu as quand tu es aux études, c'est que tu casses beaucoup de choses. Donc, quand tu apprends, tes pièces, elles brisent, soit elles explosent dans les fours, ça n'a rien... Heureusement, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Donc, il y a toujours un moment où tu as fait une très belle pièce, puis tu l'aimes énormément, puis bam, elle se brise en mille morceaux. Et j'ai pas mal pensé à ça, puis... Je dois avouer que j'ai encore des pièces chez moi que je garde parce que ça correspond à une étape de mon parcours. Voilà, donc j'ai une affection pour certaines pièces. Mais j'apprends aussi beaucoup à en laisser aller. Puis c'est aussi de voir que les gens utilisent et puis qu'ils aiment
mon travail, tu sais, je me dis, c'est parfait, là. C'est à eux maintenant, c'est à eux de continuer la vie de ces pièces. Donc, c'est vrai qu'au début, ça doit être particulier la première fois que tu vends un objet. Parce que là, il appartient officiellement à quelqu'un d'autre. C'est comme tu le vois partir. Mais c'est vrai que c'est intéressant comment dans ton parcours, tu as été obligé d'apprendre à détacher parce que sinon, ça devient trop cruel. Ben oui, mais plus t'en fais, plus tu te détaches, c'est sûr. OK, d'accepter que tu as créé quelque chose, mais que ça se peut qu'il se brise puis que ça finisse pas comme tu veux. Puis après, l'étape, j'imagine, c'est ça, de le vendre à quelqu'un puis de dire, cet objet-là est indépendant de moi puis comme sa vie ailleurs qui continue puis... Très intéressant. Après, il y a une technique qui s'appelle le kintsugi, puis je vais sûrement m'y mettre dans quelques temps parce que je trouve que ça correspond vraiment à ma démarche. C'est tu recolles des objets brisés, mais avec une forme de laque qui contient de la poudre d'or. Donc ça, c'est la technique traditionnelle, mais il y a des techniques alternatives un petit peu moins complexes. Tu peux faire la même chose sur des objets décoratifs, quoi. Donc, tu mets vraiment en valeur les fissures de l'objet, puis le vécu, en fait. Puis en même temps, tu recrées l'objet brisé, donc c'est un côté de résilience de l'objet. Mais oui, c'est intéressant, puis au lieu de voir comme quelque chose qui est brisé comme la fin, puis de... Tu sais, tu lui redonnes vie un petit peu. C'est... Avant, moi, j'aimais... Moi, c'est ça, j'allais me départir des choses. Je pense qu'on est dans une culture aussi de consommation où on se débarrasse des objets dès qu'ils sont imparfaits, brisés ou abîmés. Puis j'ai l'impression que la vague minimaliste ou la conscience environnementale amène aussi à ça, à dire au contraire comment est-ce que un objet peut être fait de manière durable, puis s'il brise, comment est-ce que je peux le consommer puis le réparer. Puis moi, au quotidien, c'est que ça s'est exprimé avec mes bottes d'hiver. Tu sais, avant, j'aurais acheté des nouvelles bottes, puis là, je les ai faites recoudre, puis on dirait qu'il y a un attachement différent à l'objet parce qu'il y a une histoire, puis je sais pas, c'est un objet qui est comme des bottes, c'est surtout ça marche avec toi, ça a traversé beaucoup d'étapes, puis là, tu es comme content de savoir que même si on a l'air plus abîmés puis sont moins parfaites, mais la valeur s'accumule, le sens s'accumule, on dirait un peu avec le temps. Fait que pour les gens qui aimeraient suivre ton travail, que ce soit pour découvrir tes pièces, en acheter ou suivre des ateliers, comment ils font pour te rejoindre? Alors, principalement par mon site internet. Donc, vous pouvez m'écrire. Mon adresse, c'est Émilie, commercial anetchacreation.com. Est-ce que tu as un compte Instagram? Oui, j'ai un compte Instagram, Anetcha Création. J'ai un compte Facebook. Celui-là, par contre, il s'appelle Artiste Émilie Coquille. Donc, il est peut-être un petit peu plus caché, mais je publie toujours des choses un petit peu différentes sur Instagram, Facebook. Je rentre dans des articles un petit peu plus poussés sur Facebook, donc c'est ça. Je sais que en tout cas, ça m'intéresse d'avoir des discussions avec les gens, puis de leur proposer aussi de la matière. Hein, donc, et puis pour acheter mon travail, sur mon site internet, j'ai une boutique et j'ai un Etsy aussi. Puis de temps en temps, tu fais des salons. Voilà. Et puis aller à ta rencontre. C'est ça. Il y a une petite boutique à Brossard aussi, signée locale, qui a quelques-unes de mes pièces. Je savais pas que tu étais là-bas. OK. Super. Mais merci, Émilie, pour ta présence. Merci à toi. C'était vraiment intéressant, apaisant comme discussion. Je sens vraiment qu'on se reconnecte avec le moment présent. Puis c'est super apaisé. Puis comme je disais en introduction, tu m'as vraiment fait découvrir un autre univers. Tu m'apprends à un peu sortir de ma tête puis à être plus connectée avec l'environnement. Puis c'est ce que je souhaite à beaucoup de personnes. Fait que j'invite tout le monde à découvrir ton travail puis à aller à ta rencontre. Merci.